Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 5 septembre 1932, Jean Harlow se retrouve au cœur d'un scandale. Son mari, Paul Byrne, vient d'être retrouvé sans vie dans leur maison de Beverly Hills. Si rapidement, les autorités concluent à un suicide, l'ex-femme de Byrne reste introuvable. Plusieurs la soupçonnent, tandis que d'autres accusent la célèbre actrice. Et si Paul Byrne avait été assassiné? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Très heureux, comme toujours, de vous retrouver cette semaine pour aborder une histoire très étrange encore une fois. Une histoire qui a été l'un des plus gros scandales des années 30 et le plus gros scandale de la carrière de Jean Harlow, la mort de son mari, Paul Byrne. Les policiers vont conclure que l'homme s'est enlevé la vie, une conclusion qui est remise en question par plusieurs personnes, parce que certains éléments pointent peut-être plus vers le meurtre. Une petite poignée de gens vont accuser Jean Harlow d'avoir assassiné son mari, tandis que d'autres, qui sont beaucoup plus, vont accuser l'ex-femme de Byrne, Dorothy Millette. J'en dis pas plus pour l'introduction, je me lance tout de suite dans cette histoire. Jean Harlow et Paul Byrne se rencontrent pour la première fois à la fin des années 20, alors que l'actrice tourne Hell's Angel. À ce moment-là, Jean n'est pas la méga star du cinéma qu'elle deviendra. En 1929, elle est plus considérée comme une actrice très jolie et pas très sérieuse. Les productions n'osent pas lui donner des rôles majeurs et la sortir des films plus légers. Paul Byrne, en voyant Harlow jouer, comprend tout le potentiel. En plus d'être très belle, elle est excellente à l'écran. Pourquoi personne ne veut lui faire confiance? Au départ, la Caddo Company, qui produit le film, ne veut pas faire de grande publicité autour de Hell's Angel. La Caddo est après tout une compagnie bien petite aux côtés de la MGM, la Paramount et la Fox. Mais Paul Byrne, qui lui est la troisième personne la plus influente de la MGM, se rend à la Caddo et insiste pour que la campagne publicitaire soit majeure. Les patrons de la Caddo ne devaient pas trop comprendre pourquoi un homme de la concurrence se pointe comme ça dans leur bureau pour les convaincre de faire de ce film un grand coup. Ça arrive pas à tous les jours. Quand le tournage de Hell's Angel se termine et que le film est prêt à sortir, la Caddo se laisse convaincre par Byrne d'en faire une grande campagne publicitaire. Ils espèrent que l'homme de la MGM n'a pas tort. Et il avait raison. Le 30 mai 1930, Hell's Angel devient le plus grand succès de la Caddo, mais aussi le plus gros succès de l'année. En termes de profit et d'entrée, il dépasse le premier film parlant de Greta Garbo, Anna Christie. Le succès est monstrueux et le public admire pour la première fois Jean Harlow. Mais qui est donc Paul Byrne pour avoir réussi et avoir eu le culot d'aller dans un studio concurrent les presser de faire de l'un de leurs films un succès immense? Paul Byrne fut l'un des producteurs les plus importants de la MGM. À la fois producteur, directeur et scénariste, il a tourné avec plusieurs grands noms. Des noms comme Paula Negri, Lia de Putti, John Barrymore, Joan Crawford et l'énigmatique Greta Garbo. Il est derrière certains films qui ont été des blockbusters, Grand Hôtel, Anna Christie et une bonne dizaine d'autres. Dans sa vie privée, il se marie en 1911, bien avant le cinéma, à Dorothy Millette. Byrne et Millette forment le couple typique de l'époque. Millette est une femme au foyer, supportée financièrement par son mari. La vie semble assez simple, plutôt heureuse, mais peu avant le début des années 20, Dorothy se met à souffrir d'épisodes de dépression très profondes. Dans certaines sources, on avance que c'était l'incapacité du couple à avoir un enfant qui aurait entraîné ces épisodes de dépression.
En 1920, incapable de s'occuper de sa femme, Byrne demande le divorce avant de placer Dorothy dans un centre psychiatrique afin qu'on l'aide à se soigner. Paul Byrne ne reverra plus jamais Dorothy Millett. C'est ce qu'on suppose du moins. Après avoir quitté Dorothy, Byrne se lance corps et âme dans le cinéma. Rapidement, il gagne en notoriété et devient l'un des hommes les plus influents de la MGM. Vous comprenez l'atout que possède Jean Harlow si un homme comme Paul Byrne s'intéresse à elle et surtout croit en son plein potentiel d'actrice. Par contre, au grand désespoir de Byrne, les films qui suivent Hells Angels ont un succès très inégal. Les critiques reprochent à Harlow différentes choses comme sa voix un peu nasarde, mais surtout on lui reproche le genre très érotique qu'elle se donne dans des comédies ou des films plus légers. Harlow voit tous ces articles peu élogieux à son sujet et doute de plus en plus. Heureusement pour nous et pour Harlow, elle a une épaule sur qui compter pour se remonter le moral, celle de Paul Byrne. Très rapidement, la relation amicale entre les deux va se transformer en une amourette, puis devenir l'un des couples les plus médiatisés du cinéma hollywoodien. Alors qu'ils se mettent officiellement ensemble, Harlow signe avec la Columbia. Elle espère que ce nouveau studio lui offrira des rôles plus sérieux, moins clichés. Mais Paul Byrne a d'autres projets pour sa protéger. En coulisses, il est en train de convaincre la MGM d'emprunter l'actrice pour le film The Beat of the City. Mais Louis Mayer, le big boss de la MGM, ne veut rien entendre. Il ne veut pas prendre le risque d'engager Harlow. L'actrice ne va pas très bien avec le genre du studio. Les femmes qui travaillent pour la MGM, selon Mayer, sont élégantes, énigmatiques et charismatiques. Elles sont les plus belles femmes du monde, rien de moins. Jean Harlow, avec son genre plus érotique, plus comique, est loin de pouvoir figurer chez la MGM. Mais Byrne n'a pas dit son dernier mot. Il se rend chez Irving Thalberg et le supplie d'engager Harlow. À bout d'arguments et devant l'insistance de Byrne, Thalberg, qui est la deuxième plus grande tête de la MGM, décide d'emprunter finalement Jean Harlow à la Columbia. The Beast of the City est un succès auprès du public, mais pas suffisamment pour convaincre le studio d'acheter le contrat de Harlow chez la Columbia. Pas question de faire un échange non plus, pas le genre de la MGM. Mais vous commencez à connaître Paul Byrne. Il n'a pas dit son dernier mot et finalement, après avoir harcelé ses collègues, le 3 mars 1932, Jean Harlow signe un contrat chez la MGM. Le studio achète pour pas moins de 30 000 $ le contrat de l'actrice chez la Columbia. Le 12 avril, la blonde platine apparaît tout sourire devant les photographes et la presse pour annoncer la nouvelle. Avec son nouveau studio et grâce à son amoureux, Harlow est enfin prise au sérieux. Son image publique change drastiquement. Elle passe de la jolie blonde un peu comique, un peu naïve, à la femme glamour, presque fatale, d'une beauté qui fait plier les genoux au plus grand dictateur. Peu de temps après son arrivée à la MGM, on l'engage pour le tournage de Redhead Woman, qui sera un beau succès. On annonce par la suite qu'elle jouera dans Red Dust, qui sera tourné prochainement avec nul autre que Mary Astor, star des années 20, mais aussi le très célèbre Clark Gable. Le 2 juillet 1932, après une grande annonce dans les médias, Jean Harlow épouse Paul Byrne devant une centaine d'invités célèbres. La cérémonie est grandiose, les photographes sont débordés par le lot de célébrités qui y assistent et le luxe du mariage. Le mariage fait beaucoup jaser dans les médias. L'écart d'âge entre les deux n'est pas à négliger, 20 ans exactement les séparent. Paul Byrne, qui a 40 ans, n'a toujours pas d'enfant, vient de se marier à Jean Harlow, 20 ans, qui elle ne souhaite pas d'enfant pour le moment. À l'époque, c'est un sujet de grande discorde dans un ménage et source de potinage dans les journaux. Ils achètent peu de temps après leur mariage une charmante maison à Beverly Hills. Le couple semble heureux, l'union idyllique. Ils apparaissent ensemble, souriants, amoureux, un peu partout. Dans la presse, Jean Harlow est un visage connu, d'autant plus qu'elle débute le tournage de Red Dust, destiné à être un immense succès. On raconte déjà qu'il sera l'un des plus gros succès de l'année de sa sortie, soit 1932 ou 1933. Mais le 5 septembre 1932,
Paul Byrne est retrouvé sans vie. En août 1932, le tournage de Red Dust débute assez calmement. Sur le plateau, aucun scandale à l'horizon. Clark Gable et Jean Harlow ont déjà tourné ensemble dans le passé et ils ont une amitié très forte. Jean Harlow est de toute façon l'une des actrices les plus appréciées de tout Hollywood. Pour se garder plus près du studio, Harlow reste chez sa mère et va quelques heures par semaine à sa maison de Beverly Hills retrouver son mari. Le matin du 5 septembre 1932, des employés d'entretien découvrent dans la salle du bain du deuxième étage le corps sans vie de Paul Byrne. En voyant le revolver dans sa main, les employés comprennent rapidement que l'influent directeur et producteur s'est suicidé d'une balle dans la tête. Ne sachant pas quoi faire, les employés appellent la MGM avant même d'avertir les policiers de Beverly Hills. Louis Mayer, le patron du studio, arrive avec d'autres hommes à la maison de Byrne. Plusieurs heures s'écoulent entre l'arrivée de Mayer et l'appel aux policiers. En fin d'après-midi, les autorités arrivent enfin à la demeure. À leur arrivée, ils constatent que plusieurs journalistes sont déjà sur place. Dans l'entrée, ils retrouvent Louis Mayer, qui rapidement leur dit que Paul Byrne s'est suicidé. Les autorités demandent à parler aux employés ayant découvert le corps, mais le patron de la MGM refuse. Il leur explique ce que ses employés lui ont raconté. Ils sont arrivés tôt ce matin-là, et Byrne était sans vie dans la salle de bain. Après avoir rencontré les policiers, très vite fait, on va se le dire, Mayer amène le sergent devant les journalistes et affirme que c'est un suicide. À ce moment-là, le sergent et la plupart des policiers n'ont même pas mis le pied au deuxième étage et ont, logiquement, même pas vu le corps de Paul Byrne. Louis Mayer veut vraiment régler tout ça à la vitesse de l'éclair. Après avoir répondu à quelques questions des médias, les autorités arrivent finalement au deuxième étage et découvrent la scène. La salle de bain est dans un état extrêmement propre. Pas une goutte de sang sur le sol ni sur les murs. Chose tout de même étrange pour quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Mayer ressurgit alors et explique que les employés d'entretien ont tout nettoyé avant leur arrivée puisque M. Byrne aimait que tout soit propre. Une drôle d'explication. Les policiers découvrent ensuite une lettre destinée à Jean Harlow. Je souligne aussi que Jean Harlow, chez sa mère, n'est toujours pas au courant de la mort de son mari. Précision importante. En début de soirée, c'est un ouragan médiatique qui débute. À Hollywood, chez la mère de l'actrice, des dizaines de journalistes prennent d'assaut le domicile. Harlow ne comprend absolument rien, puis c'est le choc. On lui apprend que son mari s'est suicidé. Sous le choc, mais très brillante, Harlow refuse de répondre aux journalistes avant l'arrivée de responsables du studio. Elle ne veut pas gérer cette presse, ces médias toute seule. Surtout qu'elle ne connaît rien des circonstances du suicide de son mari. Le lendemain, le 6 septembre, les médias reçoivent une copie de la lettre de suicide de Paul Byrne. Une lettre énigmatique qui se termine ainsi. La nuit dernière était qu'une comédie. Les journalistes cherchent à savoir ce que tout ça signifie, mais Harlow, sous les conseils de la MGM, refuse de répondre à toutes les questions. Elle n'est pas prête à parler de la nuit dernière, comme il est écrit dans la lettre. Jean Harlow reste muette. Elle ne déclare rien. Les journalistes se tournent alors vers Arthur Landau, un ami du couple qui, lui, a beaucoup de choses à dire et s'apprête à défaire le mythe du couple heureux que formaient Harlow et Byrne. Selon Landau, il faut remonter dès le soir de leur nuit de noces, soit le 2 juillet 1932. Ce soir-là, quelques heures après la cérémonie, Jean Harlow se serait rendue chez les Landau en panique et pleine d'ecchymose. Trop énervée, elle est incapable d'expliquer ce qui se passe. Béatrice, la femme d'Arthur, apporte un verre d'eau à l'actrice après l'avoir assise. C'est à ce moment-là que Jean se serait mise à pleurer de façon incontrôlable. Après plusieurs minutes, elle aurait cessé de pleurer et se serait mise à dire qu'elle veut demander le divorce. Elle ne veut plus revoir Paul Byrne.
Les Landau sont plus qu'intrigués. Jean et Paul viennent tout juste de se marier il y a quelques heures à peine, et le divorce est déjà sur la table. Étrange. La blonde entre alors dans une nouvelle crise de larmes, incontrôlable. Une fois ses esprits retrouvés, voici ce qu'aurait raconté Jean Harlow aux Landau. Une fois la cérémonie terminée, l'actrice et son nouveau mari regagnent leur maison. Là, les sentiments s'échauffent et tout devient assez torride. C'est la première fois pour le couple, puisque Jean Harlow est très religieuse. Jamais avant le mariage et dans sa vie, elle a connu qu'un seul homme avant Burn, avec qui elle s'est aussi mariée. Ce n'est pas la plus expérimentée. Alors que Burn se déshabille, Harlow éclate de rire. Elle ne le savait pas, mais Paul Burn avait un problème qui le complexait énormément. Burn avait un très petit pénis impuissant, un problème qui l'a suivi toute sa vie. Harlow ayant connu qu'un seul et unique autre homme dans sa vie et avec une connaissance très mauvaise de la sexualité, ne savait pas que c'était possible et avait trouvé toute cette situation assez comique. C'est en voyant la réaction de sa femme que Burn se serait mis dans une colère immense. Il aurait frappé l'actrice qui se serait écrasée au sol. Burn se serait mis à lui mettre de violents coups de pied dans les reins. Petite parenthèse ici, ces coups de pied dans les reins ont possiblement causé les problèmes de santé puis la maladie qui emporte Jean Harlow en 1937 à seulement 26 ans. Fin de la parenthèse. Voilà l'histoire que Jean Harlow raconte aux Landau dans la nuit du 2 au 3 juillet 1932. Un récit choquant, étonnant pour les médias qui écoutent l'homme avec attention. Arthur Landau n'a pourtant pas terminé. Il affirme que le lendemain, dans la journée du 3 juillet, Paul Burn arrive chez lui. Il est très triste et regrette terriblement ce qu'il a fait à Jean, absente à ce moment-là. Burn espérait retrouver sa femme chez leurs amis, mais en vain. Les Landau racontent à Paul ce que leur a dit Jean, et il collabore le tout. Il ne cache rien, il ajoute même des détails. Il affirme au couple qu'il espérait que Jean Harlow, la bombe sexuelle du cinéma, réveille son sexe impuissant et fasse de lui un homme, un vrai. Paul ajoute avant de quitter qu'il aime sa femme plus que tout. Pour la première fois de sa vie, il ressentait le bonheur. Il demande au couple de garder le secret sur cette affaire avant de partir, chose qu'il fera, du moins jusqu'au 6 septembre 1932. De retour chez les Landau en soirée, Jean Harlow apprend que son mari est venu la voir. Béatrice Landau lui raconte tout, les regrets énormes, les sanglots que Burn avait plus tôt dans l'après-midi, mais Harlow est insensible. Elle ne veut plus revoir son mari et va divorcer. Après plusieurs jours, Jean Harlow retrouve finalement Paul Burn dans leur maison de Beverly Hills, et l'histoire est chose du passé. Le témoignage d'Arthur Landau agite et excite les journalistes, bien évidemment. Mais alors que les flashs fusent de partout, Landau réussit à calmer la salle de presse et raconte la dernière soirée du couple, soit le 4 septembre 1932, la veille du suicide de Burn. Le soir du 4 septembre, Jean Harlow retrouve sa maison de Beverly Hills. Lorsqu'elle arrive, sans qu'on sache vraiment pourquoi, une dispute éclate avec son mari. Après quelques moments tendus, le couple se réconcilie encore une fois puis se prépare pour dormir. Dans la chambre, l'actrice prépare le lit pour la nuit, quand Burn surgit de la salle de bain. À sa taille, il a attaché un immense faux pénis et fait le clown. Il fait des pirouettes, court dans tous les sens, crie, une folie qui amuse énormément l'actrice. Une fois le calme retrouvé, le couple aurait eu un moment intime et aurait passé la nuit enlacés. Très tôt le matin du 5 septembre, la blonde platine aurait quitté Beverly Hills pour regagner Hollywood où elle tourne dans la journée. Après le départ de sa femme, Paul Burn prend son revolver puis se suicide. Arthur Landau raconte toute cette histoire pour expliquer la dernière phrase de la note laissée par Burn. La nuit dernière était qu'une comédie. Comme quoi Burn, en faisant le pitre, n'allait pas très bien, n'était pas très heureux, ce n'était qu'une apparence. On va se l'avouer entre nous, une histoire assez longue. Inutile de vous dire que dans la journée même, les journaux publient cette version des faits, cette histoire très étonnante. Mais en racontant tout ça, Landau met Jean Harlow un peu dans la merde. Les journalistes veulent lui parler au grand désespoir de Louis Mayer, qui lui ne se réjouit pas du tout de tout ce scandale. Le studio aide l'actrice à se cacher, elle ne veut pas parler à la presse de toute façon.
Mayer demande aux employés de la MGM de ne plus rien dire au sujet de cette affaire, avant d'offrir beaucoup d'argent à Landau pour son silence. Landau ne dira plus jamais rien aux médias. Toujours le 6 septembre, en soirée, Mayer organise une grande conférence de presse. Il affirme pour une nouvelle fois que son collègue s'est suicidé. Il explique que Byrne s'est enlevé la vie parce qu'il ne pouvait pas satisfaire sexuellement Harlow, une déclaration qui vient confirmer et ajouter à l'image de bombe sexuelle qu'est l'actrice pour le public. Au cours de cette conférence, il annonce aussi les funérailles de Byrne pour le 9 septembre, une cérémonie qui sera plus que médiatisée. Louis Mayer, qui affirme toujours de façon très autoritaire que Paul Byrne s'est suicidé, emmène le public à penser qu'il se cache quelque chose derrière cette mort. En même temps, Mayer ne veut pas entendre parler de cette histoire et ne veut surtout pas que Harlow soit mêlé. Il a un film à produire, Red Dust. Il ne veut pas que ça affecte sa publicité qui est déjà pas mal touchée par tout ce scandale qui semble grossir de jour en jour, d'heure en heure. Dans les journaux, on avance que Jean Harlow a assassiné son mari après une violente dispute. Landau l'a dit, le couple se disputait à l'occasion. La MGM cherche à dissimuler cette affaire en inventant une autre réalité, celle du suicide. Le studio protège sa nouvelle actrice et on ne veut pas qu'elle soit impliquée dans un tel scandale. En plus, Jean Harlow se cache. Elle n'a pratiquement rien dit aux journalistes et s'est fait plus que discrète depuis la mort de Byrne. Pourtant, Harlow n'est pas la seule à se cacher. Depuis plusieurs jours, les policiers sont à la recherche de Dorothy Millett, l'ex-femme de Paul Byrne. Le 14 septembre 1932, 5 jours après les funérailles de son mari, Jean Harlow apparaît pour la première fois au poste de police. Elle confirme aux autorités l'histoire d'Arthur Landau, celle de la nuit de noces du 2 juillet. Elle confirme tout. Il est vrai qu'elle a voulu le divorcer, mais après quelques jours chez les Landau, elle a tout pardonné à Paul parce qu'elle l'aimait. Harlow confirme les dires de Landau sur la soirée du 4 septembre, la veille du suicide. Elle n'en dit pas plus aux policiers. Elle ne sait pas pourquoi son mari s'est suicidé. Elle est sans réponse et toujours très ébranlée. Seule chose qu'elle ajoute d'intéressant pour les policiers, elle raconte l'obsession que l'homme avait pour le suicide. Selon Harlow, Paul Byrne parlait constamment de suicide sur un plan philosophique. Jamais elle a pensé que son mari pourrait passer à l'acte. Alors que Jean Harlow s'apprête à quitter le commissariat, une équipe arrive. Ils ont retrouvé le corps d'une femme, noyée. C'est celui de Dorothy Millett, la première femme de Paul Byrne. Depuis le 6 septembre, les autorités de partout au pays cherchaient l'ex-femme de Byrne, dans l'espoir d'en savoir un peu plus sur le passé de l'homme. On voulait savoir si, lors de son premier mariage, le producteur avait souffert de problèmes de dépression ou s'il était déjà obsédé par la mort. Les autorités cherchaient à rejoindre Dorothy pour éclaircir une hypothèse, celle du meurtre par passion, puisque dès qu'ils ont publié l'avis de recherche, les médias s'étaient empressés de publier cette hypothèse. Paul Byrne, assassiné par son ex-femme. Vous allez voir que c'est peut-être pas si fou comme hypothèse. Alors qu'on repêche le corps de Dorothy Millett, on réussit à retracer ses derniers jours et c'est étonnant. En interviewant les proches de Dorothy, on apprend qu'elle souffrait toujours de graves problèmes de dépression, mais aussi de délire passager. Les proches racontent aussi qu'elle faisait tout pour s'en sortir et que les soins qu'elle recevait étaient toujours bel et bien payés par Paul Byrne, qui ne l'a jamais abandonnée. On peut reculer aussi jusqu'au 2 juillet 1932 alors qu'elle apprend que le producteur de cinéma, Paul Byrne, épouse la sensation blonde sex-symbole Jean Harlow à la radio. C'est ici que tout devient étrange. Quelques jours plus tard, Dorothy aurait fait à pied le voyage de San Francisco, où elle se trouvait, jusqu'à Beverly Hills pour voir son ex-mari. Une marche de plus de 139 heures. C'est pas rien, surtout que les autorités ne réussissent pas à trouver d'hôtel chez qui elle aurait pu loger durant ce séjour. A-t-elle dormi sur le bord de la route dans des hôtels abandonnés? Mystère.
Une fois que Dorothy arrive à Beverly Hills, elle va vivre d'hôtel en hôtel sans avoir de but précis, jusqu'au 6 septembre 1932, le lendemain de la mort de Paul Byrne. Tôt le matin du 6 septembre, Dorothy Millette prend une chambre à $3 à bord du Delta King, un bateau transformé en petit hôtel. C'est très touristique. Selon un employé du Delta King, la femme est assez confuse dans son grand manteau noir. Ça a été assez long aussi avant qu'elle se décide à prendre la chambre. À bord du petit bateau, elle est aperçue par plusieurs employés toujours en train de se comporter étrangement. À l'heure du dîner, elle se rend au restaurant, s'assoit puis quitte sans commander. À 2 reprises, elle y retourne. Puis, une 3e fois, elle finit par commander mais ne mange presque rien avant de quitter sans payer. La serveuse affirme qu'elle avait le regard vide, éteint et qu'à chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, elle fixait le sol pendant de longues minutes. Une fois la nuit tombée, un surveillant affirme avoir vu Dorothy vers 2h30 en pleurs. Les mains sur son visage, elle semblait être dans une certaine détresse émotionnelle. Il aurait essayé de lui parler, mais elle l'aurait complètement ignoré. En s'éloignant de la femme, le surveillant se retourne et la voit en train de parler. Elle semble être en désaccord avec quelqu'un d'invisible. Il ne comprend pas ce qu'elle raconte, le discours est incohérent et confus. 2 heures plus tard, un autre surveillant du Delta King retrouve sur un des ponts un manteau noir et des chaussures de femme. Au petit matin du 7 septembre, les passagers du bateau quittent. Une seule est manquante, Dorothy Millette. Elle n'est pas descendue du bateau. Dans sa chambre, ses affaires sont bien là, mais pas elle, pas la moindre trace. Dorothy reste introuvable sur le Delta King. Ce n'est qu'une semaine après que 2 pêcheurs retrouvent le corps d'une femme noyée, celui de Dorothy Millette. Les policiers qui sont à sa recherche depuis plusieurs jours voient un morceau important du casse-tête disparaître. On ne saura jamais la version de l'ex-femme de Paul Byrne. Mais coup de théâtre, on apprend que Paul Byrne n'était pas divorcé légalement de Dorothy. C'est l'avocat de Byrne qui l'affirme. En 1920, pour ne pas abandonner sa femme souffrante de dépression grave, il avait demandé le divorce mais refusé de signer les papiers. Pour continuer à payer ses soins hospitaliers, c'était plus simple de rester marié. Au même moment, plusieurs amis de Byrne racontent n'avoir jamais entendu parler de cette mystérieuse première femme. D'autres qui connaissaient son existence affirment avoir toujours cru qu'elle était décédée. Paul Byrne n'en parlait jamais et détestait en parler. Un épais brouillard de mystère autour de Dorothy Millette et du mariage avec Paul Byrne. Nouveau coup de théâtre. Le 16 septembre, un voisin de Byrne et de Harlow affirme à la police avoir vu une femme en manteau noir entrer chez le couple peu de temps après le départ de l'actrice. Le voisin aurait entendu rire, parler, puis un coup de feu et à nouveau des rires. Est-ce que cette mystérieuse femme en manteau noir était Dorothy Millette, venue assassiner son ex-mari? Dorothy avait-elle peur de perdre son soutien financier après le mariage de Byrne et Harlow? Est-ce que dans une crise de délire, Dorothy aurait assassiné son ex-mari avant de se noyer accidentellement ou non? L'authenticité de l'énigmatique lettre de suicide du producteur n'a jamais pu être prouvée. Des employés de la MGM ont toujours dit que ce n'était pas l'écriture de l'homme. Le scandale Paul Byrne reste aujourd'hui une affaire mystérieuse. Dans la maison de Beverly Hills, toujours debout aujourd'hui, on affirme entendre des pleurs, ceux de Paul Byrne, cherchant toujours sa Jean Harlow tant aimée. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.